Merci beaucoup Christophe, merci Patrice et merci à tous d'être venus aussi nombreux et en particulier 5 courageuses lycéennes de première qui sont venues écouter cet exposé sur un personnage qui est un personnage important de l'histoire de la Révolution, mais qui, il est vrai, n'est peut-être pas un de ces personnages, ça fait un son bizarre, non ? Ça dépend. Oui. Un de ces personnages de tout premier plan auquel on pense spontanément. C'est vrai que lorsque mon éditeur m'a demandé effectivement de faire une biographie sur un révolutionnaire, j'étais assez ennuyé parce que les personnages les plus en vue ont fait déjà l'objet d'études assez poussées. On pense à Robespierre, à Marat, Danton, à Mirabeau, etc., etc. Et donc du coup, le personnage de Saint-Just s'est assez vite imposé parce que j'ai pris assez vite conscience que c'était à la fois un personnage absolument essentiel dans le paysage révolutionnaire de cette époque-là, et également que c'était quelqu'un dont on n'avait pas parlé depuis très longtemps, puisque la dernière biographie de Saint-Just est sortie chez Fayard en 1985, ça fait 35 ans, et à l'échelle d'un éditeur, 35 ans, c'est une éternité. L'historiographie se renouvelle, des travaux récents se font jour, les problématiques se modifient. On a beaucoup écrit sur la terreur ces dernières années, avec les travaux de Jean-Clément Martin ou d'Hervé Levers en particulier. Donc tout ça donnait un petit peu, si vous voulez, rebrasser un petit peu le paysage et m'a donné envie de me pencher à nouveau sur ce personnage de Saint-Just que je connaissais dans ses grandes lignes comme tout le monde, mais que je n'avais pas particulièrement étudié. Et donc j'ai été amené d'abord à utiliser certaines sources qui n'avaient pas tellement été exploitées précédemment. Je pense notamment à des mémoires de contemporains, à quelques documents d'archives aux archives nationales. J'ai dû évidemment relire et exploiter la totalité des œuvres complètes de Saint-Just qui font plus de 1000 pages chez Folio, réédité en 2004, alors qu'il est mort à peine 27 ans. Donc il a beaucoup produit, des documents absolument de toute nature. Et puis j'ai surtout voulu... si on peut supposer que ce mot a encore un sens, et je pense qu'il en a encore un, j'ai voulu aborder Saint-Just de manière dépassionnée. Vous savez, je ne vous apprends rien, que la Révolution française est une période extrêmement clivante, qui suscite énormément de passion, qui mobilise les sensibilités politiques, et rares sont les historiens qui arrivent à écrire sur un personnage de la Révolution ou sur un épisode de la Révolution sans y mettre leurs tripes ou leurs opinions. C'est ce que j'ai justement essayé de ne pas faire en essayant d'aborder vraiment ce sujet de la manière la plus neutre possible. Je ne vais pas vous faire le coup de l'historien objectif, on n'est jamais objectif, et dès qu'on écrit une ligne dans un livre, on n'est plus déjà objectif, parce qu'on a déjà une sensibilité qui est plus ou moins de gauche, de droite, du centre ou d'ailleurs. Mais c'est vrai que l'histoire de la Révolution a quand même été particulièrement marquée par ce clivage gauche-droite. François Furet le disait bien dans son livre « Penser la Révolution française », il disait « Quand vous écrivez sur le Moyen-Âge, vous ne prenez aucun risque, mais dès que vous écrivez sur la Révolution, vous êtes immédiatement catalogué, on ne peut pas en sortir, et ça depuis le 19e siècle. C'est une période qui a toujours été très clivante entre ses partisans, ses adversaires, et les différentes interprétations qu'elle a pu faire naître. Donc ça me paraissait important de dépassionner un petit peu le débat et de revenir un peu sur terre en quittant les opinions émises par notamment des hagiographies extrêmement caricaturales qui ont pu être écrites notamment au XXe siècle, parce que la révolution russe a beaucoup influencé toute une génération d'historiens qui ont vu dans Robespierre, dans Saint-Just, dans Marat, les incarnations de leur propre sensibilité, et ont souhaité illustrer ça par des personnages qu'ils avaient choisis. Donc j'ai vraiment essayé de me départir totalement de ce choix, en espérant y avoir réussi. Alors, je vais passer assez vite sur la première partie de la vie de Saint-Just, parce que ce qui est frappant dans la vie de ce jeune homme qui est donc mort à 4 semaines de son 27e anniversaire, c'est que les 25 premières années de sa vie n'ont été marquées que par un rôle strictement local. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, jusqu'en 1792, était complètement inconnu. Il est né en 1767 dans la Nièvre, dans l'actuel département de la Nièvre, à Decize, et puis très vite sa famille s'est installée dans un petit village qui s'appelle Blérancourt, dans le département actuel de l'Aisne. Vous avez, page 5 de votre livret, une photographie de la maison qui existe encore aujourd'hui, qui a été labellisée Maison des Illustres voici quelques années, qui abrite un musée Révolution et Saint-Just. Et ce qui est intéressant dans le cas de ce personnage, c'est qu'il est né dans un milieu rural, et il a côtoyé le monde rural pendant les 15, les 18, les 20 premières années de sa vie. Et ça, c'est important par rapport à d'autres révolutionnaires qui, eux, n'ont connu que le monde urbain, ce qui a façonné d'une certaine façon leur mentalité. Robespierre, vous le savez, est né à Arras, il a eu tout un parcours ensuite d'avocat, etc. Brissot était né à Chartres. Enfin, quelques grandes figures de la Révolution n'ont vraiment connu que la ville, et Saint-Just a
c'est pas un mérite, mais enfin, il a par rapport à d'autres cette distinction d'avoir été très vite confronté aux problèmes ruraux à une époque où une majorité de conventionnels était encore très indifférent, voire très hostile au monde rural. Il ne faut pas imaginer que la Révolution a toujours été indulgente vis-à-vis des paysans. Autant les insurgés de la Bastille ont reçu des médailles et des uniformes et des sabres d'honneur, autant les paysans qui ont pris les châteaux seigneuriaux en août 1789 ont été pendus, fusillés et très mal jugés par le pouvoir parisien. Donc c'est vrai que c'était quand même une distinction particulière que de bien connaître ce monde-là. Il a vu ce que c'était que les impôts seigneuriaux, les abus seigneuriaux. Il a vu ce que c'était que, par exemple, ce qu'on appelait le triage des communaux, c'est-à-dire la récupération par les seigneurs de ce qu'on appelait les biens communaux, qui étaient des biens qui avaient été laissés en pâture ou en vaine pâture, au sens juridique du terme, aux paysans pour y faire paître le bétail, ce genre de choses. Donc il a été très conscient des tensions qui pouvaient naître entre les seigneurs, les élites, on va dire, et la population rurale dans un environnement qui était quand même très pauvre. La région de Blérancourt est essentiellement composée de paysans sans terre, et c'était surtout les communautés ecclésiastiques ou nobiliaires qui possédaient les terres, les fermes, les exploitations agricoles. Et Saint-Just a vu aussi, avec l'âge qu'il avait bien entendu, il a vu cette concentration de terres, cette création de grosses fermes qui annonce un petit peu la concentration du 19e siècle de toutes ces propriétés agricoles qui ont vu d'énormes parcelles se substituer à des petites propriétés rurales. Et ça va beaucoup d'ailleurs façonner la vision qu'il aura d'une société idéalisée de petits paysans propriétaires, mais on en reparlera certainement après, mais ça a compté pour lui. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a su ce que c'était que, si j'ose dire, le terrain. Et on verra d'ailleurs après qu'il a été envoyé en mission aux armées et que ça l'a beaucoup distingué d'un grand nombre de ses collègues qui étaient des hommes de bureau ou des hommes de tribune. Je reviens à Robespierre parce que Saint-Just et Robespierre sont deux personnages absolument indissociables. Saint-Just a été l'ami, le confident le plus proche de Robespierre. Et il est mort en même temps que lui, puisqu'ils ont été exécutés le même jour. Robespierre était un homme de tribune et de bureau. C'était l'homme du comité de salut public. C'était quelqu'un qui ne trouvait son épanouissement que lorsqu'il parlait à la tribune du club des Jacobins, alors que Saint-Just a très peu fréquenté les Jacobins et que Saint-Just, lui, a vraiment été les pieds dans la boue, si je puis dire. Il a dirigé des opérations, enfin il a été associé à des opérations militaires, il a levé des taxes. Donc c'est quelqu'un qui a toujours concilié un côté très théoricien, et on va en reparler également. Il a énormément écrit, il a énormément réfléchi à des problèmes extrêmement divers. Et puis en même temps, c'est un homme de terrain qui a effectivement agi véritablement, concrètement dans la Révolution, si vous voulez. Donc il a ces deux aspects qui sont très intéressants et qui sont très complémentaires. Donc voilà, il a vu toutes ces questions rurales, et puis il a fait des études, bien sûr. Il a d'abord été au collège de Soissons, chez les oratoriens, qui n'étaient pas les jésuites, qui étaient des gens plus ouverts aux questions historiques, aux questions scientifiques. Et on dit souvent d'ailleurs que les futurs députés montagnards ont davantage passé leurs études chez les oratoriens que chez les jésuites. Et donc il a ensuite basculé vers la faculté de droit de Reims, où il a fait donc des études de droit, où il a étudié notamment la rhétorique, la philosophie, et où il s'est peu à peu imprégné de toute cette culture gréco-romaine qui est très commune à beaucoup de révolutionnaires et de conventionnels. Et vous savez sans doute que dans beaucoup de discours de gens de cette époque-là, eh bien, il y a des tas d'allusions à Brutus, à Tarquin, à César, à Pompée, à Cicéron. Voilà, il a beaucoup lu les œuvres classiques de cette époque-là. Il n'a pas été le seul, ils ont été très nombreux à le faire, mais c'est vrai que quand on lit les discours de Saint-Just, on est frappé par ces allusions permanentes à l'Antiquité grecque et surtout à l'Antiquité romaine, notamment dans son discours au moment du procès de Louis XVI, où il a dit mais regardez Brutus et César, il a suffi de 25 coups de poignard pour éliminer César, et nous n'avons qu'à faire la même chose avec notre roi, et ce sera très bien. Donc c'est juste un exemple que je vous donne pour vous montrer que c'était quelqu'un de très imprégné par ça, et qui avait une vraie précocité intellectuelle. C'est-à-dire qu'il est certain que chez un jeune homme de 14, 15, 16 ans qui commence à faire des écrits théoriques, qui a notamment pondu un horrible poème de 7800 vers absolument illisible, j'ai essayé, j'y suis pas arrivé, qui s'appelle Organ, un poème un peu libidineux où on voit des novices se faire violer par des barbares, avec un conte fantastique. Alors c'est un jeune chevalier qui vient à la recherche de son beau-père, qui est archevêque de Sens. Enfin, c'est une affaire un peu compliquée, très mythique, très mythologique. On ne sait pas très bien ce qu'il faut décrypter là-dedans, s'il y a des messages politiques. Certains y ont vu des critiques contre la cour, contre la corruption des ordres privilégiés. C'est très difficile de se faire une opinion, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, intellectuellement parlant, a bouillonné très vite
et a très vite voulu arriver au sens positif du terme, c'est-à-dire jouer un rôle national. Il a très vite compris que le milieu rural dans lequel il évoluait n'était pas fait pour lui, et que son véritable objectif, c'était d'atteindre Paris pour jouer un rôle important. Ce qui a toujours, en revanche, barré la route de Saint-Just, c'est la loi, c'est-à-dire qu'il y avait un système, alors je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais vous savez peut-être que sous la Révolution, on votait, il y a eu des élections bien entendu, mais il n'y avait pas de suffrage universel à l'époque, c'était un suffrage à 2 degrés et un suffrage censitaire, donc il y avait ce qu'on appelait les citoyens actifs, à peu près 4 ou 5 millions de personnes sur les 25 ou 27 millions d'habitants que comptait la France à l'époque, et ces citoyens actifs élisaient des électeurs qui eux-mêmes ensuite élisaient des députés. Et pour être citoyen actif, il fallait avoir 25 ans. 25 ans accomplis, plus d'autres conditions que Saint-Just ne réunissait pas. Et donc il a toujours ressenti une frustration, une rancœur très forte à être victime d'une loi qui lui paraissait injuste, puisqu'il fallait avoir 25 ans pour pouvoir voter, et évidemment aussi pour pouvoir être éligible, c'est-à-dire pour pouvoir devenir député à l'Assemblée. Donc Saint-Just, contrairement, j'y reviens, à Robespierre, n'a jamais été député à l'Assemblée constituante en 1789, il n'a non plus jamais été député à l'Assemblée législative, et il s'est contenté, si je puis dire, d'un rôle strictement local. Il a milité, on dirait aujourd'hui, localement, pour lutter contre les seigneurs locaux, pour implanter des municipalités patriotes, pour faire brûler des libelles contre-révolutionnaires. Il avait toute une bande autour de lui d'amis qui vont le suivre jusqu'à pratiquement sa mort, puisque ce sont des gens à qui il donnera ensuite des postes importants dans l'administration. Et c'est vrai que très vite, ça a été un homme de clan qui s'est constitué, une véritable équipe, pour militer dans le sens de la Révolution. On ne sait pas très bien à quel moment il est devenu républicain. D'abord, il faut vraiment se débarrasser de l'idée qu'il y avait des républicains en 1789. Il y en avait, mais ils étaient à peine 3 ou 4. En 1789, Robespierre comme Saint-Just étaient des monarchistes constitutionnels qui n'entendaient pas du tout se débarrasser du roi et proclamer une république dont l'idée n'a germé que beaucoup plus tard. Et donc ça n'est vraiment qu'à partir de la fuite du roi à Varennes, de ce qu'on a appelé la fusillade du Champ de Mars en 1791, que Saint-Just vraiment a été animé de ce qu'il appelle une fièvre républicaine. Dans une lettre qu'il écrit à un de ses amis, il dit « Je suis animé d'une fièvre républicaine ». Et donc c'est vraiment à partir de là qu'on peut vraiment le cataloguer parmi quelqu'un qui serait partisan de la disparition ou de la suspension de Louis XVI. Alors toujours dans cette ligne de précocité intellectuelle, il a donc écrit beaucoup de choses, et notamment en juin 1791, qui est justement le mois de la fuite de Louis XVI à Varennes, un livre qui s'appelle « L'esprit de la Révolution », qui est déjà très pensé, très réfléchi, alors qu'il a 20 ou 22 ans, et où il se prononce justement en faveur de la monarchie constitutionnelle, et où il ne rompt pas du tout encore avec l'Ancien Régime, au point où ça viendra quelques mois après, et dans quelle proportion, puisque Saint-Just est l'un des symboles du radicalisme révolutionnaire et républicain les plus absolus. Donc, rôle local, il s'est engagé dans la garde nationale, il a eu des rôles importants dans sa région de Blérancourt, mais évidemment, ce qui a tout changé pour lui, c'est qu'en septembre 1792, il a été élu député à la Convention. C'est-à-dire qu'après la chute de la monarchie, le 10 août 1792 à Paris, après la prise du Palais des Tuileries, la bonne nouvelle, c'est que l'Assemblée a immédiatement mis l'âge pour être citoyen actif à 21 ans, mais en même temps, Saint-Just n'a plus eu besoin de ça, parce que lui, il venait à peine de fêter ses 25 ans, le 25 août 1792, que la loi l'autorisait non seulement, bien sûr, à être citoyen actif, mais à être éligible, c'est-à-dire à pouvoir se présenter aux élections. Et le lendemain même du jour de son anniversaire, il s'est présenté à l'Assemblée des électeurs en toute légalité, et à la suite d'un processus électoral, il a été élu député à la Convention, en même temps que Condorcet, par exemple, qui était déjà député à l'Assemblée législative. Et donc il a réalisé son rêve de pouvoir enfin jouer un rôle national à l'échelle du pays, et de pouvoir être député. Alors évidemment, il ne s'agissait pas d'être élu député à la Convention pour jouer un rôle national. À la Convention, il y avait 749 conventionnels, et 95% ont été complètement oubliés par la postérité et par le public d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de députés, évidemment, il y en a très peu dont on a retenu les noms, et la chance qu'il va avoir, c'est qu'on va retenir son nom. Donc il a été député en septembre 1792, il est donc venu s'installer à Paris, dans l'actuel 2e arrondissement. Et puis très vite, alors on ne sait pas exactement à quel moment, surtout que c'était très mouvant à l'époque, il a siégé du côté des montagnards, donc du côté gauche de l'Assemblée. Je me permets de vous rappeler que donc, la Convention était en gros séparée en 3 parties. Partie PIES,
et pas parti TIS, parce qu'à l'époque, on ne parle pas de parti au sens actuel du terme, il n'y a pas de parti. Quand on parle de parti, on parle plutôt de factions, c'est-à-dire des partis qui cherchent à se séparer du reste. Donc on ne sait pas toujours très bien quel mot employer, mais il a siégé en tout cas du côté gauche, c'est-à-dire du côté de la montagne, sachant que du côté, entre guillemets, droit, c'était les Girondins, la Gironde, et puis qu'au milieu, il y avait cette grande masse qu'on appelait la plaine, ou le marais, qui étaient les indécis ou les modérés, qui votaient tantôt avec les uns, tantôt avec les autres, sachant que les Girondins sont restés majoritaires à la Convention jusqu'au coup d'État du mois de juin 1793, au moment où les montagnards, eux, ont pris le pouvoir dans le sein de l'Assemblée, après que les Girondins eussent été proscrits et ensuite condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire, en tout cas les chefs, hein, les 20 ou 25 plus importants d'entre eux, parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Donc déjà, il arrive comme député en septembre 92 à la Convention, et puis surtout, le plus important du point de vue de sa carrière institutionnelle, si je puis dire, c'est qu'au mois de juin, il est devenu membre du comité de salut public. Je vous passe les détails de cette promotion, qu'on ne connaît d'ailleurs pas forcément très bien, mais il a fait partie de ce tout petit cercle de 12 personnes, puisque c'était un chiffre de 12 qui s'est stabilisé à partir du mois de septembre, de ces 12 conventionnels qui ont proprement dirigé la France entre 1793 et 1794, puisque le comité de salut public, c'était l'organe du pouvoir exécutif de la Convention, donc c'était l'organe qui était chargé d'appliquer les lois, les décrets devenus des lois ensuite de la Convention nationale. Ce comité préparait tous les projets de décrets de la Convention, et ce comité surtout prenait des arrêtés qui avaient force de loi en matière révolutionnaire. C'est-à-dire que Robespierre, Saint-Just ou quelques autres, quand ils signaient des arrêtés, vous avez un exemple d'arrêté, page 6 de votre livret, un arrêté avait force de loi. Donc dans tout le domaine révolutionnaire, c'est-à-dire tout ce qui sortait des mesures ordinaires ou des mesures constitutionnelles classiques, le comité de salut public avait la prééminence, donc notamment dans tout ce qui concernait le domaine de la défense nationale. Hein, quand il fallait s'occuper de diplomatie, de guerre, d'opérations militaires, d'arrestation, de toute d'épuration d'administration, de toutes les mesures dites révolutionnaires, c'était le comité de salut public qui avait la prééminence, alors que les finances étaient gérées par un comité spécifique, le comité des finances, et la police par le comité de sûreté générale. Mais c'est vrai qu'il a fait partie de ce tout petit cercle d'hommes qui a véritablement tenu les rênes du pays entre juin 1793 et la chute des robespierristes en juillet 1794. Donc c'est vraiment une concentration du pouvoir très importante que Saint-Just a eue à ce moment-là. Sur l'arrêté que j'ai proposé de reproduire dans votre livret, vous avez tout en bas la signature de Saint-Just, et pour ceux qui ont de bons yeux, il ne vous aura pas échappé qu'il avait coutume de rajouter un petit « e » à la fin de son nom, Saint-Just, voilà, clin d'œil, mais que l'on voit sur effectivement beaucoup de documents et d'arrêtés qu'il a signés de sa main. Alors à partir de là, on peut considérer Saint-Just sous différents angles, si vous voulez. Et plutôt que de vous faire une histoire chronologique du bonhomme, mois par mois, ce qui n'aurait pas grand intérêt, j'ai choisi en gros de vous brosser le portrait de trois Saint-Just différents, sous trois thématiques, sous trois problématiques différentes. Alors le premier Saint-Just, on va en parler tout de suite parce que c'est celui qui vient rapidement à l'idée, c'est le Saint-Just de la terreur, c'est l'incarnation de la terreur. J'ai mis dans le sous-titre de mon livre l'archange de la Révolution, mais ce sous-titre a été inspiré par une autre dénomination qui avait été rédigée par André Malraux, qui était l'archange de la terreur, et lui-même avait pompé l'expression à Jules Michelet au XIXe siècle, qui lui parlait de l'archange de la mort. Vous voyez, donc on part de la mort, on arrive à la Révolution, j'ai essayé d'être un peu consensuel. Mais c'est vrai que la première image qui vient à l'idée, c'est ce Saint-Just très jeune et l'incarnation de la terreur, cette froideur, cette intransigeance, ce dogmatisme, et le théoricien de la terreur. C'est vrai que dans un discours qu'il a prononcé le 10 octobre 1793, qui est un discours très important, un de ses premiers discours très importants, pour fonder le gouvernement révolutionnaire, c'est-à-dire un gouvernement d'exception qui vient se substituer à un gouvernement légal, c'est-à-dire que la Constitution a été rangée dans une arche, au sens propre du terme, une arche en bois, et on a proclamé un régime d'exception qui est en réalité une dictature révolutionnaire à partir de 1793, eh bien Saint-Just a théorisé ce gouvernement d'exception, c'est-à-dire la soumission totale des ministres, des généraux, des administrations au comité de salut public. Et il a théorisé la terreur, et dans ce discours, il a une phrase qui est restée entre guillemets célèbre pour les historiens de la Révolution et de la terreur, et il dit à un moment vous devez punir non seulement les traîtres, mais les indifférents même,
vous devez punir quiconque est passif dans la République et ne fait rien pour elle. Je crois que le discours est reproduit dans votre livret, page 8. Voilà, donc il a très vite théorisé la terreur, et vous savez peut-être qu'il y a énormément de débats sur la terreur. Est-ce que ça a été un instrument de défense nationale? Est-ce que ça a été autre chose? Il est certain que dans l'esprit de Saint-Just, la terreur, c'est autre chose. C'est-à-dire que la terreur est vraiment la modalité, une des modalités de la transformation de la société révolutionnaire pour faire émerger ce que lui appelle le peuple révolutionnaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes pas un acteur actif et conscient et volontaire de la révolution, vous êtes un contre-révolutionnaire. Voilà. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez glaçant et d'assez parlant. Et c'est lui, un des premiers, qui a théorisé la terreur à ce point et considéré la terreur comme une modalité de l'émergence de la société révolutionnaire rêvée, si vous voulez. Alors, il a également cette image de jeune partisan de la terreur. Il l'a projeté très vite à la Convention au moment du procès de Louis XVI. Il y a eu, en décembre 1792, des discussions très importantes sur le fait de savoir si, juridiquement parlant, on pouvait juger le roi ou si on ne pouvait pas. Il y avait des députés qui considéraient que le fait que le roi avait été renversé en août 1792 n'avait pas pour autant renversé la Constitution, et que juridiquement parlant, il restait inviolable, c'est-à-dire injugeable. Et alors il y a un député qui s'appelait Morisson, qui a été le premier à monter à la tribune pour expliquer ça, et le second député qui est monté à la tribune, c'est Saint-Just. Personne ne le connaissait, donc on a vu ce jeune homme glacial monter à la tribune et expliquer très froidement, c'est le cas de le dire, qu'il fallait un procès, mais que ça ne devait pas être un procès ordinaire, et qu'à partir du moment où Louis XVI avait usurpé la souveraineté du peuple, et que par nature, il s'était mis au-dessus du peuple pour imposer son despotisme et sa tyrannie, il fallait le juger selon des normes qui n'étaient pas les normes ordinaires d'un procès ordinaire, et il fallait le condamner à mort. Et Robespierre ira encore plus loin, puisque pour Robespierre, il ne faut pas de procès. Pour Robespierre, à partir du moment où le roi a été renversé, le peuple a jugé. Et faire un procès, c'est déjuger ce que le peuple a voulu. Voilà. Donc Saint-Just va un peu moins loin, parce qu'il dit qu'il faut un procès, mais ça ne peut pas être un procès ordinaire, et l'aboutissement de ce procès ne peut être que la mort du tyran. Et il a cette phrase, là aussi célèbre, il a prononcé beaucoup de phrases qui sont aujourd'hui dans tous les dictionnaires de citation, et où il dit « Tout roi est un rebelle et un usurpateur ». Et on ne peut point régner innocemment. Voilà, donc on ne peut point régner innocemment. De par sa fonction même, le roi est condamné à disparaître pour fonder la République. Et puis ce qui colle aussi à la peau de Saint-Just du point de vue de cette notion de terreur et par rapport à la théorie de la terreur, c'est tous les rapports qu'il a prononcés contre ce qu'on appelait, donc je vous en parlais tout à l'heure, les fameuses factions, c'est-à-dire que Saint-Just a été un peu le procureur de la Convention nationale, et c'est lui qui a été chargé par le Comité de salut public de prononcer les rapports d'accusation contre d'abord les Girondins, au mois de juillet 1793, donc les 20 ou 25 chefs girondins qui avaient été chassés de la Convention par ce coup d'État du 2 juin 1993, il a été chargé de prononcer le rapport d'accusation contre eux. En mars 1794, il a été chargé par la Convention de prononcer le rapport d'accusation contre les hébertistes, c'est-à-dire les partisans de ce journaliste Hébert qui menaçait le gouvernement d'une insurrection armée et qui étaient les défenseurs des sans-culottes pauvres, qui réclamaient la taxation des riches, la mort des aristocrates, la guillotine à tous les coins de rue, la levée en masse, etc., etc. Et il a enfin, c'est ce qui lui a été quelque part le plus reproché, été l'accusateur des dantonistes, donc de Danton et de ses partisans, et c'est lui qui a été là aussi chargé de faire un rapport d'accusation extrêmement à charge, avec toujours ce raisonnement qui consistait à faire en sorte que toutes ces conspirations se tiennent les unes avec les autres. C'est-à-dire que dans l'esprit de Saint-Just, toutes ces conspirations ont un sens, c'est-à-dire que Danton connaissait Mirabeau, Mirabeau connaissait Barnave, Barnave connaissait Sieyès, Sieyès connaissait Louis XVI, donc ils étaient tous monarchistes. Et donc toutes ces conjurations se tiennent, c'est-à-dire que dans l'esprit de Saint-Just, tout est lié. Il y a une vaste conspiration dès les débuts de la Révolution jusqu'en 1794, pilotée par l'étranger, l'Angleterre, etc. Et donc le talent, si j'ose dire, de Saint-Just a été d'interpréter toutes ces conjurations successives à la lumière d'une conspiration unique où tout le monde était lié. Évidemment, accuser Danton de monarchisme, c'était complètement stupide, ça n'avait absolument aucun sens. J'ai retrouvé notamment pas mal de mémoires de contemporains écrits 10, 20 ou 30 ans après,
Français, qui disent tous, mais s'il y a vraiment une chose qu'on peut reprocher à Saint-Just, c'est d'avoir inventé des accusations aussi invraisemblables contre des révolutionnaires qui avaient toujours donné des preuves indiscutables de leur républicanisme, mais c'est le principe même du discours radical. Deuxième Saint-Just dont je vous parle rapidement, alors là on a parlé du Saint-Just théoricien et praticien de la terreur, il y a ensuite le théoricien des institutions. Il faut savoir qu'on a énormément écrit, peut-être trop d'ailleurs, on a énormément écrit sur la pensée de Saint-Just, sur sa philosophie politique, sa philosophie sociale, sa philosophie économique. On a eu des torrents et des torrents d'articles, Miguel Abensour par exemple, un philosophe contemporain qui a beaucoup écrit sur lui. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'articles et de livres qui ont pu être écrits sur la pensée de Saint-Just. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup réfléchi, je vous l'avais dit tout à l'heure. Un de ses apports importants en termes d'intervention à la Convention, c'est qu'il a présenté un projet de constitution en avril 1793 et on a ensuite adopté cette fameuse constitution qu'on appelle la constitution de l'an 1, qui n'a jamais été appliquée mais qu'on présente toujours comme la constitution la plus démocratique que la France ait jamais eue, notamment parce qu'elle instaure le suffrage universel. Et il a notamment été l'un des rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme de 1793, qui est le préambule de la Constitution de 93, et où on trouve notamment des droits sociaux qu'on ne trouvait pas dans la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 89, notamment le droit au travail, le droit à l'assistance et le droit à l'instruction. Voilà. Et en particulier le droit au travail. Et il y a dans la Déclaration des droits de l'homme de 93 des mots comme la recherche du bonheur, etc., qui laissent à penser que Saint-Just a eu un rôle rédactionnel important dans l'élaboration de ce document, lui-même important, mais qui n'a jamais été appliqué, puisque la Déclaration des droits de l'homme de 93 n'a jamais été appliquée en tant que telle en France. Donc il a participé à ce débat constitutionnel important, il a réfléchi à des questions militaires, à des questions économiques, il a réfléchi sur l'inflation. Voilà, il y a énormément de discours et de rapports de Saint-Just, encore une fois quelqu'un de très très jeune à l'époque, 25 ans à peine, sur tous ces sujets. Mais il est surtout connu pour avoir rédigé des papiers qu'on appelle des fragments d'institutions républicaines, qu'on vous a reproduit page 7. Ce sont des manuscrits qui sont conservés au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Et en fait, ce n'est pas un ouvrage, hein. Ce sont, comme leur nom l'indique, des fragments, donc des papiers qu'il a jetés à la volée dans la perspective probable de rédiger un ouvrage qui n'a jamais vu le jour, puisqu'il n'a évidemment jamais eu le temps de le terminer. Et donc, sur tous ces feuillets manuscrits, assez illisibles, hein, comme vous le voyez, eh bien, Saint-Just a façonné un peu sa cité idéale et il a rêvé la société révolutionnaire telle qu'il la partageait, notamment avec Robespierre, puisque Robespierre et Saint-Just sont encore une fois pratiquement inséparables sur le plan idéologique. Donc la cité idéale de Saint-Just, c'est une cité avec un État présent mais qui n'est pas despotique et avec des fonctionnaires qui sont toujours soumis à la censure. Saint-Just avait une aversion absolument physique contre les fonctionnaires, l'administration, et il avait toujours une méfiance énorme vis-à-vis de l'État et du gouvernement. Il a d'ailleurs dit le véritable ennemi du peuple, c'est son gouvernement. C'est de lui que cette phrase a été rédigée et prononcée. Il a également dit l'art de gouverner n'a produit que des monstres. Voilà, il y a beaucoup de petites citations comme ça de Saint-Just qui sont assez connues. Mais le vrai rêve de Saint-Just et de Robespierre, c'est une société de petits propriétaires. C'est-à-dire que dans l'esprit de Saint-Just, il fallait limiter la propriété privée, alors pas la supprimer. Saint-Just n'a jamais été un communiste, il n'a pas inventé les sauf-causes et les col-causes de la Russie soviétique, mais c'est vrai qu'il avait pour ambition de limiter la propriété foncière de manière à ce que chaque paysan et chaque citoyen puisse disposer d'un minimum de propriété sans pour autant pourchasser l'opulence. Robespierre lui-même disait il ne faut pas chasser l'opulence, mais il faut rendre le malheur supportable. Enfin, je ne sais plus quel était exactement son terme, mais on a là deux hommes qui sont beaucoup dans cette notion un peu idéale d'une société de petits propriétaires avec, il a une phrase là aussi, le bonheur c'est une chaumière, une famille et une charrue à l'abri du fisc. Voilà. Donc chacun doit avoir sa petite portion de propriété et vivre de son travail. Alors il a aussi des notions un petit peu plus audacieuses, même si ce n'est pas lui qui a tout inventé en matière d'éducation, parce que l'éducation est un thème qui a été quand même très étudié tout au long du XVIIIe siècle par Rousseau, par Le Pelletier de Saint-Fargeau, par Condorcet, etc. Il a une vision très spartiate au sens propre du terme de l'éducation, c'est-à-dire que pour Saint-Just, à partir de 10 ans, les garçons quittent leur famille et vont avoir une éducation militaire. Donc les garçons dorment par terre, à même le plancher, ils tiennent des armes, voilà, ils sont éduqués à la dure pour devenir les futurs
futurs défenseurs de la patrie. Donc c'est vrai, une notion très austère, très militarisée de la société. Et puis, il définit ce qu'on appelle des institutions. Les fragments d'institutions républicaines, ce n'est pas les institutions au sens 5e République, hein, c'est des institutions au sens moral ou civique du terme. Par exemple, pour Saint-Just, l'amitié est une institution. Et l'amitié est obligatoire. C'est-à-dire qu'on déclare ses amis, on va dans un temple, et tous les ans, on déclare la liste de ses amis. Et si on n'a pas d'amis, on est banni de la société. Voilà. Donc c'est une vision là aussi très idéalisée d'une société, évidemment très inapplicable. On imagine qu'avec les moyens de contrôle de l'État sur la société de la fin du XVIIIe siècle, tout ça n'était pas très réalisable, mais c'est vrai qu'il a pensé cette société et réfléchi à ce que pouvait être la cité révolutionnaire idéale. Et puis la mesure sociale la plus emblématique de Saint-Just, et celle sur laquelle d'ailleurs je me suis pas mal attardé, puisque j'ai souhaité consacrer un chapitre entier à ce problème, ce qui n'avait pas été fait par les biographes qui m'avaient précédé, c'est ce qu'on a appelé les décrets de Ventose. Alors les décrets de Ventose, ce sont des décrets qui ont été votés le 8 et 13 Ventose de l'an 2, traduction 26 février 3 mars 1794, et qui avaient pour objet de confisquer les biens des ennemis de la Révolution pour les donner aux patriotes pauvres. Ça, c'est la grande mesure sociale symbolique de Saint-Just, dont beaucoup d'historiens se sont pâmés, sans trop se demander s'il avait été appliqué ou pas et comment. Donc j'ai essayé de me poser la question. Et c'est vrai qu'au-delà de la mesure, c'est-à-dire qu'il fallait mettre en place des commissions populaires qui auraient rejugé la totalité des détenus dans les prisons françaises à l'époque, pour ensuite confisquer les biens de ces personnes et les donner aux patriotes nécessiteux et aux sans-culottes pauvres. Le problème, c'est qu'il y avait 70 000 ou 80 000 détenus dans les prisons à l'époque, qu'il n'y avait absolument aucun moyen moderne de recensement, que c'était très compliqué pour les prisons, les comités révolutionnaires qui étaient sur le terrain, de recenser la totalité des gens qui étaient en prison à l'époque, surtout qu'il fallait estimer leur fortune. Il fallait savoir que le marquis de machin ou monsieur un tel dans le cachot numéro tant, il avait tant de terres, tant de maisons, tant de biens. C'était absolument impossible. Il y a même des comités qui ont demandé aux détenus de remplir eux-mêmes les colonnes des tableaux parce qu'ils ne savaient pas le faire. Donc ça n'a pas du tout été pensé en amont. Et d'autre part, ce qui est très compliqué dans cette affaire, c'est que Saint-Just parle régulièrement de l'indigence, des malheureux. Alors il dit, les malheureux sont les puissances de la terre, coupables sont les gouvernements qui les négligent. Mais il ne dit pas ce que c'est qu'un malheureux. Il ne sait pas définir la pauvreté. Et à l'époque, on ne savait pas définir la pauvreté. Il n'y avait pas d'instrument statistique ou d'administration spécialisée dans la définition d'un critère de ce qu'était la pauvreté. Donc on a essayé tant bien que mal de faire ces recensements. C'était les municipalités qui étaient chargées de faire ça, mais on considérait qu'un tel était pauvre parce qu'il avait une petite maison, l'autre parce qu'il n'avait pas de maison, l'autre parce qu'il avait 2 terres, l'autre parce qu'il avait 4 terres. On ne savait pas. Donc tout ça a été fait de façon extrêmement anarchique et n'a abouti en réalité à rien du tout. C'est-à-dire que les décrets de Ventose n'ont pas été appliqués, les commissions populaires ont été mises très tard en application, et tout ça, si j'ose dire, est mort de sa belle mort. Et lorsque les robespierristes et Saint-Just ont été exécutés, on a mis tout ça de côté, et pour les révolutionnaires, même les plus montagnards, le seul fait de pouvoir porter atteinte à la propriété privée était quelque chose d'impossible. Donc il ne faut pas voir tous ces montagnards comme des communistes en puissance. Le seul vrai communiste de l'époque révolutionnaire, c'est Babeuf, Gracchus Babeuf, à l'époque du Directoire. Robespierre, même Marat, dénonçait ce qu'on appelait la loi agraire, c'est-à-dire le partage des terres pour les donner à tout le monde. Et Marat, un jour, Marat pourtant, Marat c'était pas le plus modéré, Marat a dit, mais cette idée de loi agraire est une folie absolue, vous voulez déclencher la guerre civile, c'est impossible. Donc tous ces gens, aussi généreux ou sociaux soient-ils, n'avaient pas dans l'idée de partager les terres, mais c'est vrai que là, Saint-Just est quand même allé un peu plus loin dans l'idée de prendre les biens des ennemis de la Révolution pour les donner aux patriotes pauvres, mais ça n'a pas pu s'appliquer pour les raisons que je vous ai indiquées. Et puis le troisième Saint-Just, c'est peut-être le plus connu d'une certaine façon, en tout cas pour certains historiens ou dans l'esprit du public, c'est le Saint-Just qui a été envoyé aux armées. Peut-être savez-vous que la Convention avait envoyé 150 députés, donc de son propre sein, aux armées et dans les départements pour faire en sorte, pour préparer les conditions de la victoire. Donc les conventionnels envoyés en mission n'étaient pas des militaires, ils n'étaient pas là pour vaincre, ils étaient là pour faciliter la victoire et pour préparer les conditions de la victoire. Donc Saint-Just a été envoyé aux armées. Alors peut-être parce que son père était militaire, parce qu'il a fait partie lui-même d'une commission militaire, qu'il a beaucoup réfléchi aux questions militaires. Je n'ai pas trouvé de motif explicite, si vous voulez, qui permettait de justifier l'envoi de Saint-Just aux armées, mais on peut supposer que beaucoup de critères ont joué. Ce qui est certain, c'est qu'il n'a quand même pas été envoyé n'importe où. Il a d'abord été envoyé à l'armée du Rhin et ensuite à l'armée du Nord,
qui étaient les deux armées les plus essentielles, puisque c'était les deux armées qui protégeaient la frontière nord-est qui était menacée par les troupes autrichiennes et par les troupes prussiennes. Alors on était aussi en guerre contre les États italiens, contre l'Espagne, il y avait l'insurrection vendéenne dans l'ouest de la France, mais c'est vrai que la frontière la plus sensible, si je puis le dire, c'était la frontière du nord et la frontière de l'est, et c'est là que Saint-Just a été envoyé. Et il faut bien dire qu'il a attaché à ses missions un succès qu'on ne peut pas lui contester, c'est-à-dire un esprit d'organisation extrêmement fort. Il n'a pas forcément participé directement au plan de campagne, c'était pas son rôle, hein. C'est-à-dire que Saint-Just n'était pas là pour participer au plan de campagne avec les officiers, il était là pour dire voilà la mission que le comité de salut public, que j'incarne en plus, parce que le fait d'avoir un conventionnel en mission, mais qui était en plus membre du comité de salut public, ça lui donnait une autorité d'autant plus importante, évidemment. Donc évidemment, tout le monde frémissait quand il savait que Saint-Just allait y arriver. Mais il était là pour dire, le plan de campagne c'est ça, vous allez appliquer les directives du comité, mais bien sûr, après c'est vous sur le terrain qui déterminez le mouvement des troupes, c'est vous qui connaissez le relief. C'était Lazare Carnot, hein, le fameux organisateur de la victoire, qui dessinait la stratégie au comité, mais lui n'était pas sur le terrain. Donc Saint-Just était là pour favoriser la victoire, et il était surtout là pour préparer les conditions de ravitaillement des armées. Ça, c'est un aspect colossal, hein. On pourrait écrire un livre entier là-dessus. Il y avait 14 armées à nourrir, pratiquement 1 million d'hommes en juin 1794, donc c'était un défi absolument immense que de réquisitionner les farines, les fourrages, le bétail. Il fallait nourrir les soldats, il fallait les vêtir, il fallait les armer. Ça a été des opérations logistiques qui dépassent complètement l'entendement aujourd'hui. C'était quelque chose d'absolument énorme, surtout pour les moyens de l'époque, hein. On était dans une France qui n'était pas une France industrielle comme aujourd'hui. Les voies de communication étaient cas un cas, et beaucoup de routes qui n'étaient pas pavées, on était encore soumis aux aléas climatiques, les manufactures de l'époque n'étaient pas du tout les usines d'aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il y avait des enjeux logistiques absolument considérables, et il faut bien reconnaître que tous les contemporains ont reconnu à Saint-Just le mérite d'avoir mené ces actions à bien, et il a notamment été le témoin de 2 victoires importantes, et notamment alors d'abord le déblocage de la ville de Landau en décembre 93, et puis surtout une victoire très connue dans l'histoire de la Révolution, qui est la victoire de Fleurus, le 26 juin 1794, qui est cette bataille, je ne sais pas si ça vous parle, où on a utilisé un aérostat, un ballon qui était au-dessus des armées et qui envoyait des consignes, enfin qui envoyait les mouvements des troupes ennemies aux soldats français. Voilà, la bataille est surtout connue pour ça. Et puis parce qu'elle a rouvert les portes de la Belgique, hein. Les Français avaient perdu la Belgique en 1793, et grâce à la bataille de Fleurus, les portes de la Belgique ont été rouvertes, et Saint-Just a été un des artisans de cette victoire, même s'il n'a pas personnellement été le concepteur des opérations. Il y avait des généraux pour ça, Pichegru, Hoche, Jourdan, tous ces grands généraux de la Révolution, Marceau, Kléber, etc. Lui était là pour préparer les conditions de la victoire. Alors, tout ça s'est terminé donc en juillet 1794, puisque vous savez que les robespierristes ont été renversés à ce moment-là. C'est ce qu'on a appelé le 9 Thermidor, donc le 27 juillet 1794. Robespierre avait autour de lui donc quelques fidèles comme Georges Couthon ou Saint-Just ou quelques autres qui sont moins connus. Et c'est vrai que bon, je ne vais pas rentrer dans tout l'historique du 9 Thermidor parce que ce serait trop long, mais il y avait des tensions très fortes, notamment au sein du comité de salut public. Carnot et Saint-Just ne s'entendaient plus du tout sur beaucoup d'aspects, et une conjuration donc est née pour renverser Robespierre et Saint-Just. Donc Saint-Just a essayé de sauver les choses au dernier moment. Il a convoqué des réunions de conciliation avec le comité pour éviter le pire. Et il a prononcé, le 9 Thermidor, le 27 juillet, un discours célèbre. Il est monté à la tribune de la Convention, et il a commencé à lire un discours où il dit notamment « Je ne suis d'aucune faction, je les combattrai toutes ». Là, il commence son discours, et puis Talien lui coupe la parole. Et là, c'est le début de la conspiration du 9 Thermidor. Donc Saint-Just, tout de suite, a été écarté de la tribune. On a commencé à crier « Mort aux tyrans, mort aux dictateurs ». Robespierre était présent dans les gradins de la Convention. C'est comme ça que les robespierristes ont été d'abord juridiquement renversés. Ils se sont réfugiés à l'hôtel de ville de Paris en essayant de monter les sections contre la Convention. Donc Saint-Just, Robespierre, Couthon ont essayé de soulever les sections parisiennes contre la Convention et n'ont pas réussi à le faire. Et puis finalement, les troupes armées de la Convention ont investi l'hôtel de ville le 28 juillet 1794 vers 2h du matin. Bon, peut-être savez-vous que Robespierre a tenté de se suicider ou qu'on lui a tiré dessus, on n'en sait trop rien. Son frère a sauté par la fenêtre, Couthon est tombé dans l'escalier, le seul qui restait propre sur lui, c'était Saint-Just.
Voilà, donc on a encore l'image immaculée de ce conventionnel qui restera jusqu'au bout digne et propre après l'arrestation de ses camarades. Donc tous sont passés au tribunal révolutionnaire le 28 juillet vers 1h de l'après-midi. Ils n'ont pas été jugés, il n'y a pas eu de procès parce que la Convention les avait déclarés hors la loi. Et lorsqu'on était déclaré hors la loi, c'est pas du tout une loi qu'on a inventée contre eux, c'était un décret que la Convention avait pris plusieurs mois auparavant, notamment contre les insurgés vendéens. Et le fait d'être mis hors la loi signifiait qu'on n'était plus jugé lorsqu'on était pris les armes à la main ou non, et qu'une simple constatation d'identité suffisait. Donc j'ai retrouvé aux archives nationales, il est microfilmé, le procès-verbal de l'audience du tribunal révolutionnaire, où on voit Saint-Just qui rentre dans la salle, il déclare son prénom, son nom, on constate son identité, et c'est fini. Donc ils étaient 22 ou 25, ils ont été emmenés sur la célèbre place de la Révolution, la place de la Concorde actuelle, et ils ont été exécutés le 28 juillet 1794 aux alentours de 19h, et Saint-Just, comme Robespierre et comme les autres, ont été inhumés. Alors dans un cimetière qu'on appelait à l'époque le cimetière des Errancis, qui se trouvait près de la plaine Monceau actuelle, le parc Monceau, et le cimetière vers 1850 a été vidé pour être que tous les ossements soient mis aux catacombes. Et donc aujourd'hui Saint-Just est aux catacombes, je ne peux pas vous dire où. Comme vous le savez, il y a des millions de crânes et d'ossements aux catacombes, mais en tout cas il est quelque part par là, près ou pas près de Robespierre, on ne le sait pas, mais en tout cas sa dépouille repose aujourd'hui aux catacombes. Alors le 19e siècle, alors je vous passe, puisque j'ai pratiquement terminé, je vous passe tout ce qui a pu être fait en termes de propagande anti-robespierriste après la conjuration du 9 Thermidor. Donc évidemment Saint-Just, qui était un héros un mois avant, était le pire des contre-révolutionnaires, des royalistes. On a accusé Robespierre d'avoir chez lui un cachet à fleur de lys, qu'il avait voulu épouser la fille de Louis XVI pour rétablir la monarchie. Donc on a vu des caricatures de Saint-Just prétendant n'importe quoi. Bon, voilà. C'était c'est de bonne guerre, si j'ose dire. Il fallait légitimer le renversement des robespierristes et de Saint-Just en particulier. Et puis à partir du 19e siècle, eh bien, le mythe a commencé à naître. Alors on a vraiment, alors, quand on pense à la Révolution, c'est vrai qu'on pense tout de suite à Robespierre et moins à Saint-Just, mais c'est vrai que c'est absolument fascinant de voir, sans doute au-delà de toute proportion, à quel point ce jeune Saint-Just a pu fasciner les historiens, les penseurs, les écrivains, les artistes. Alors très vite au XIXe siècle, à 10 années de distance, vers autour de 1850, il y a eu la biographie totalement contre Saint-Just, ça ne marche plus, et puis la biographie totalement pour Saint-Just. Donc très vite on a choisi son camp, c'est un tyran, abreuvé de sang, un exterminateur, un fanatique, et puis mais non pas du tout, c'est le défenseur des pauvres, de la République, de la Constitution. Donc très vite ça a été clivant dès le départ. Et puis, même les écrivains ont commencé à s'intéresser à lui. Je vous ai fait reproduire un extrait d'un texte de Lamartine, Alphonse de Lamartine, dans l'Histoire des Girondins, qui parle de Saint-Just. Sainte-Beuve a parlé de Saint-Just. Il a également beaucoup stimulé les imaginations des révolutionnaires, évidemment, en 1830, 1848, au moment de la Commune de 1871. Et puis, au XXe siècle, des artistes, des écrivains se sont emparés de la figure de Saint-Just. André Malraux a beaucoup écrit sur Saint-Just, Albert Camus a beaucoup parlé de Saint-Just dans L'Homme révolté. Et donc, comme ça, il y a une fascination qui s'est emparée de ce jeune homme avec des phrases littéraires dont on ne comprend pas d'ailleurs toujours très bien le sens, mais c'est vrai que le mythe va certainement bien au-delà de la réalité. Je ne peux pas dire forcément preuve à la pluie qu'on a surestimé ses qualités, mais c'est vrai qu'il est certain que sa jeunesse et son côté extrêmement intransigeant a joué dans la construction de la figure d'un révolutionnaire pur et dur, le symbole de la pureté mortifère, et il est resté jusqu'à nos jours justement ce symbole de pureté mortifère. J'ai participé il y a une semaine au festival de la biographie à Nîmes, et c'était très frappant. J'avais des gens qui me disaient « Oh, Saint-Just formidable, je prends tout de suite ». Puis d'autres qui me disaient « Ah non, je l'aime pas celui-là ». Voilà. Donc il n'y avait aucune rationalité, si vous voulez, et quelqu'un qui puisse me dire « Mais j'ai envie de savoir qui c'est ce bonhomme ». C'était tout de suite très tranché. Voilà. Et ça reste encore aujourd'hui, c'est-à-dire que, encore une fois, comme je vous le disais, les 4 ou 5 révolutionnaires les plus connus, Saint-Just n'en fait pas partie, mais quand on parle de Saint-Just, la preuve c'est que vous êtes là, ça allume quelque chose, on pense à sa jeunesse, on pense à sa radicalité, vous me direz peut-être tout à l'heure à quoi il vous faisait penser avant d'arriver, mais c'est vrai qu'il fait partie quand même de ce cercle absolument fondamental des révolutionnaires qui ont fait l'histoire de la Révolution et de la terreur en particulier. Voilà, merci.
Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le dernier carnet enchaîné, j'ai effectivement le compte-rendu de mon bouquin avec un titre, la biographie qui ne tranche pas, ou je ne sais plus quoi. Bon. Donc on peut le prendre dans les deux sens. Soit ils se sont laissés tenter par un jeu de mots facile, mais inévitable. Soit ils ont voulu me rendre un hommage indirect, c'est-à-dire qu'effectivement la biographie qui ne tranche pas, ça peut être pris dans les deux sens. Je préfère le prendre de manière positive, puisqu'ils ont le plaisir de dire que je suis un historien prudent et nuancé, ce que je revendique, mais ils peuvent aussi très bien considérer que je suis peut-être trop objectif, trop neutre dans ce livre, et que je ne prends pas suffisamment parti, ce que je ne veux surtout pas faire. Donc voilà, ombre et lumière de Saint-Just, il y a les deux. Il y a des sujets sur lesquels je n'hésite pas à dire qu'effectivement il a bien réussi, notamment ses missions militaires. Et puis d'autres où effectivement il a échoué, les décrets de Ventose il a échoué, la terreur ça reste l'incarnation d'une terreur assez fanatique. Mais c'est vrai que, voilà, quand on lit vraiment attentivement, page à page, le livre, on voit bien qu'effectivement j'ai quand même des opinions que je prononce de façon assez significative, mais on peut à la fin du livre se demander, c'est un peu clair-obscur, on ne sait pas vraiment quel est son camp, voilà. Et c'est vrai que je ne sais moi-même pas quel est mon camp dans ce domaine-là. J'ai abordé Saint-Just vraiment sans aucun a priori. Je n'ai pas souhaité faire un portrait à charge ni à décharge, ça n'avait pas de sens, ça a déjà été suffisamment fait comme ça. Et donc j'ai précisément voulu sortir de là pour que peut-être ça suscite une remarque de cette nature. Voilà. Non, rien n'a été vraiment significativement fait là-dessus. Alors je précise que la biographie d'Albert Olivier doit dater de 1954 ou quelque chose comme ça, donc c'est déjà assez ancien. Elle a été ensuite remplacée par la biographie de Fayard dont je vous parlais tout à l'heure. Non, c'est vrai qu'il y a eu des tensions. Certains disent que Robespierre voulait axer la terreur, que Saint-Just voulait la freiner, d'autres que c'était le contraire. On n'en sait absolument rien du tout. En réalité, ou alors j'ai peut-être pas trouvé toutes les sources qui m'auraient permis de le déterminer, mais je n'ai vraiment réussi à le lire absolument nulle part. On peut quand même penser que dans l'ensemble, les deux personnages étaient très liés jusqu'au bout, mais c'est vrai qu'il y a eu des divergences. Robespierre était peut-être plus intransigeant encore du point de vue relationnel, c'est-à-dire qu'il s'est très vite coupé de beaucoup de gens du comité de salut public, pendant que Saint-Just, lui, essayait de rabibocher un peu les morceaux et d'aller voir les uns et les autres, Collot d'Herbois, Billaud-Varenne, pour essayer d'apaiser un peu les choses. Robespierre était, je dirais, peut-être encore plus susceptible que Saint-Just. Il faisait partie de ces personnages très autoritaires, très dogmatiques, très sûrs d'eux, qui considéraient comme une humiliation le fait de céder le moindre pouce de terrain à un adversaire politique, même s'il faisait partie du même camp. Et donc Saint-Just était peut-être un petit peu plus souple, ça peut paraître étonnant de dire ça, mais voilà, c'est quelques indices qu'on a, mais on n'a rien de très très certain là-dessus, malheureusement. Alors voilà le genre de question que j'adore, il est absolument impossible de répondre. Très difficile, mais chacun peut l'interpréter comme il veut, ce sont les joies de l'histoire. Oui, alors d'abord pardonnez-moi d'être passé aussi vite sur la jeunesse, vous avez raison, la famille, l'environnement c'est important, mais je voulais tenir mes 3 quarts d'heure et il m'avait semblé plus important d'insister sur sa carrière nationale. Oui, alors son père avait servi dans les gendarmes d'ordonnance du duc de Berry, il était chevalier de Saint-Louis, ce qui a d'ailleurs pu laisser penser que Saint-Just était même d'une famille noble, puisque le vrai nom de Saint-Just, c'est de Saint-Just de Richebourg. Mais on sait bien qu'au XVIIIe siècle, beaucoup de roturiers utilisaient la particule, que la particule n'était pas du tout une preuve de noblesse. Et en fait, il fallait être chevalier de Saint-Louis depuis 3 générations pour être anobli, ce qui n'était pas du tout le cas, puisque le père de Saint-Just, qui a eu la croix de Saint-Louis, eh bien, son père et son grand-père n'étaient pas nobles. Donc le père de Saint-Just n'était pas noble, et Saint-Just était encore moins noble que lui, ce qui n'a pas empêché Camille Desmoulins, d'ailleurs, de le traiter de noble. Voilà, donc c'est vrai que c'était une bourgeoisie aisée. Le père de Saint-Just a géré des affaires locales en termes ruraux, agricoles importants. Il a géré les levées d'impôts seigneuriaux à la place du seigneur. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui, effectivement, était un notable. Hein. Saint-Just n'est pas né dans une famille pauvre, il n'est pas né dans une chaumière. Ça, absolument, vous avez raison de le rappeler, de le dire, c'est important. Et quant à sa mère, elle était d'une lignée de commerçants plutôt aisés aussi, donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il ait vécu une enfance extrêmement malheureuse, en tout cas moi je n'ai rien trouvé là-dessus. Après, par rapport au père, alors lui est né en 1767 et le père est mort en 1700, je ne sais plus, à peu près 10 ou 12 ans après, donc c'est vrai qu'il a perdu son père très tôt, mais Robespierre pareil, hein, Robespierre avait perdu aussi son père très tôt. Alors en quoi est-ce que ça a pu façonner quelque chose ?
Je ne peux pas vous le dire, parce que je n'ai pas approfondi à tort ou à raison cette dimension psychologique du personnage. C'est toujours périlleux, c'est toujours dangereux. Ça peut être effectivement ressenti comme un manque de ne pas le faire, mais j'ai préféré ne pas faire d'histoire psychologisante ou psychanalytique, mais certains le font très bien. Mais bon, moi, j'ai préféré ne pas le faire à tort ou à raison. Il s'est brouillé avec sa mère, puisqu'à un moment, il a même fugué. Et en 1786, il s'est fâché avec sa mère et il est monté à Paris. Il a même volé de l'argenterie dans la maison familiale. Il a volé une paire de pistolets, de bijoux, etc., qui avaient appartenu à son père pour pouvoir les revendre et pouvoir se loger à Paris. Il a été enfermé dans une maison de correction. Voilà, donc il a été un peu turbulent assez vite. Maintenant, de là à dire qu'il a fait la révolution contre ses parents, je suis absolument bien incapable de vous le dire, pour la simple raison qu'il y a certainement eu des gens qui, comme Saint-Just, ont vécu dans les mêmes conditions que lui et n'ont pas fait la révolution pour autant. Mais il y a forcément des facteurs psychologiques dans un personnage, et quand on fait une biographie, on ne peut pas ne pas y penser, c'est absolument évident. Voilà, après, je me suis posé la question, évidemment, si je devais creuser ça ou pas. J'ai eu un peu peur que ça m'entraîne trop loin, j'ai peut-être eu tort, mais voilà, il y a inévitablement des facteurs psychologiques. On est tous le produit d'une éducation, d'un environnement familial. En revanche, puisque vous parlez de psychologie, voire de psychiatrie, il y a quand même un terme que je pense qu'on peut utiliser raisonnablement, qui n'existait pas à l'époque, bien sûr, mais qu'on peut, je pense, lui appliquer, c'est la paranoïa. C'est-à-dire un orgueil absolument démesuré, la certitude d'avoir raison contre tout le monde. Enfin, on a 1000 témoignages là-dessus, de conventionnels qui l'ont côtoyé et qui disaient mais c'était un garçon insupportable. C'est-à-dire qu'il était brillantissime, mais on ne pouvait pas discuter avec lui, il était contre tout ce qu'on disait, il était certain d'avoir raison, il faisait un complexe de persécution. Donc voilà, il fait partie, je pense, avec Robespierre, de ces gens très dogmatiques, très assurés, tout à fait certains d'avoir raison contre les autres, et ce qui l'a évidemment aussi, je pense, beaucoup isolé du reste de ses collègues et qui a vraisemblablement aussi contribué à sa chute. Maintenant, est-ce que ça a un rapport effectivement avec la famille? Vraisemblablement, tout a une explication familiale et infantile ou adolescente. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. J'ai préféré rester prudent dans ce domaine-là qui est toujours assez périlleux. Je préfère qu'on me reproche de ne pas avoir interprété ça plutôt que de l'avoir mal interprété. Parce que voilà, c'est pas mon métier et c'est toujours dangereux d'aller sur ce terrain-là, même si ça peut être nécessaire. Alors, des correspondances en tant que telles, généralement on classe les correspondances dans les mémoires. J'ai pas utilisé particulièrement de correspondance. J'ai davantage utilisé des mémoires qui avaient pu être écrits 10, 20, 30 ans après. J'en ai utilisé beaucoup. Alors les mémoires sont toujours à prendre avec des pincettes, parce que vous savez qu'il y a 3 catégories de mémoires. Il y a vraiment les mémoires authentiques. Il y a les mémoires complètement faux, qui ont été complètement recomposés par des teinturiers et qui sont complètement inventés. Et puis il y a les mémoires qui ont été rédigées à partir des notes prises par la personne, ce qui vaut quelque part une certaine vérité. J'ai par exemple utilisé les mémoires de Carnot, Lazare Carnot, mais qui ont été rédigées par son fils, vers 1850 ou 60, mais à partir des archives de Carnot. Donc c'est composé à partir de notes authentiques, mais c'est pas Carnot qui a tenu la plume. Par contre, vous avez des conventionnels comme Levasseur de la Sarthe ou comme Baudot, qui ont écrit des mémoires qui ont été reconnues comme authentiques et où ils portent témoignage de ce qu'ils ont vu. Alors après, avec leur mauvaise foi ou leur bonne foi, ils disent ce qu'ils veulent, et puis ils font le tri naturellement. Ça c'est normal, on recompose les choses avec le temps et on dit ce qu'on a envie de dire. Mais ça, j'en ai utilisé beaucoup, et notamment, il y a un chapitre que je consacre au caractère et à la personnalité de Saint-Just, à défaut de sa psychologie, mais j'en parle aussi, mais pas aussi loin que ce que vous auriez peut-être souhaité. Et là, j'ai trouvé beaucoup de choses très intéressantes sur son caractère, sur sa façon d'être, sur son physique, sur sa manière de se comporter avec les autres, qui sont quand même intéressantes. J'ai aussi trouvé des petites allusions assez savoureuses qui resituent un peu le personnage par rapport à ses compétences militaires présumées. Notamment, j'ai eu l'idée de regarder les mémoires de Soult, le fameux maréchal d'Empire, le futur maréchal d'Empire, qui a côtoyé Saint-Just à l'armée du Nord, et qui dit notamment, ça m'a plu, non pas parce que j'avais envie que ça me plaise, mais parce que ça détonne un peu par rapport à ce qui a pu être dit, et qui dit « Saint-Just avait de la chose militaire une présomptueuse ignorance ». Alors j'ai dit je note, vraiment je note. Et c'est intéressant parce que ça resitue le personnage dans un contexte un petit peu différent. Donc ça, des mémoires, j'en ai effectivement beaucoup utilisé. Et j'ai trouvé aussi pas mal de documents originaux, notamment aux Archives nationales, mais ce n'est pas des correspondances en tant que telles. Après, des correspondances de Saint-Just, on n'a pas vraiment de correspondance, on a plutôt des traités.
des traités théoriques, des œuvres littéraires, des discours, des rapports. On a des arrêtés qu'il a signés notamment quand il était en Alsace ou dans le Nord, à l'armée du Rhin et à l'armée du Nord. Il a fait énormément de proclamations et d'arrêtés pour prendre des mesures très concrètes, mais ce n'est pas de la correspondance, si vous voulez. Là, comme ça, dans mon esprit, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de correspondance en tant que telle, c'est-à-dire des lettres échangées avec des amis ou des collègues. Non, mais c'est la vraie question. D'abord, on ne sait pas toujours tout. C'est-à-dire que Saint-Just arrive en septembre 92, personne ne le connaît. 6 mois après, il est au comité de salut public. Bon. Alors moi-même, je me suis interrogé, évidemment, mais on n'a pas de document qui dit Monsieur de Saint-Just est nommé au comité de salut public parce qu'il est beau, parce qu'il est jeune, parce qu'il est génial et parce qu'il a fait des choses formidables. Ça n'existe pas. Voilà. Et puis au comité de salut public, en plus, il y avait des tas d'autres gens qu'on a complètement oubliés, Lindet, Prieur. Bon. Donc pourquoi lui? C'est la vraie question. C'est très difficile de répondre. Il n'y a pas de document objectif qui permette de savoir ça. La jeunesse, certainement. C'était le Benjamin de la Convention, c'était le plus jeune. Le suivant, je crois que ça devait être Tallien, justement, celui qui allait lui couper la parole 2 ans plus tard, qui avait, je crois, 6 mois de plus que lui. Donc la jeunesse, l'intransigeance, le côté pur, la compétence. Il était compétent, il savait parler de beaucoup de sujets. Il a fait des discours, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des sujets extrêmement variés. Donc je pense que ça l'a fait remarquer. Mais c'est vrai que je ne pourrais pas vous dire la raison essentielle qui faisait que, quand il allait aux armées par exemple, on connaissait son intransigeance, il faisait partie du comité de salut public, et il est certain que quand on avait aux armées non seulement un conventionnel, mais un membre du comité de salut public, ça le posait immédiatement, ça c'est une certitude. J'en ai notamment parlé avec Michel Biard, qui a fait un livre sur les conventionnels en mission, et quand je lui ai demandé, je lui ai posé un peu la même question que vous, il m'a dit, mais c'est parce qu'il était membre du comité de salut public. Bon, très bien, mais ça ne révèle pas grand-chose sur le personnage en tant que tel. Mais c'est vrai que je pense que sa compétence, sa polyvalence, sa jeunesse, son intransigeance, son dogmatisme, son côté effectivement pur, a dû effectivement impressionner suffisamment pour pousser la Convention à le nommer au comité et à lui donner des missions quand même de premier plan. Mais c'est vrai que ça ne transpire pas de façon absolument évidente, si vous voulez. Il n'y a pas le document qui dit effectivement, comme je vous le disais, qu'il a été nommé à tel ou tel poste en raison de tel ou tel mérite. Ça n'existe pas. Donc les seules explications que je peux vous donner, ce sont celles-là. Elles sont un peu pauvres, je le reconnais, mais je n'ai jamais trouvé aucun historien ni aucun document qui soit en mesure de dire précisément là où les 2 ou 3 raisons qui auraient fait qu'on l'aurait porté à de telles responsabilités. Ça, il n'y a pas. Et c'est son image, je pense. Hein, et c'est vrai que c'est paradoxal de la part d'un garçon aussi jeune de faire partie de cette première ligne des personnages qui ont quand même le plus compté sous la terreur. C'est vrai que c'est absolument étonnant. Quand on prend quelqu'un comme Robespierre était aux Jacobins dès 89, il était député à l'Assemblée constituante dès 89, il a participé aux États généraux. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu le temps de creuser son sillon. Alors que Saint-Just, c'est la comète, quoi. Il arrive et à peine quelques mois après, il est nommé au même poste. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez incroyable. Ouais. Alors ça, c'est aussi un aspect important parce qu'on voit souvent tous ces montagnards et tous ces révolutionnaires radicaux comme des gens plus athées qu'une table, ce qui n'était pas du tout. Hein. Robespierre était profondément déiste, Saint-Just était profondément déiste, et les robespierristes avaient en horreur les partisans de l'athéisme. Pour eux, l'athéisme, c'était la destruction totale de l'état social, et il était inconcevable pour eux de vivre dans une société sans religion. En tout cas, sans clergé, certainement, sans église peut-être, mais sans religion et sans croyance, certainement pas. Alors le mot être suprême, il n'apparaît pas forcément absolument partout. Il me semble même quand dans le rapport contre Saint-Just, il y a le mot être suprême qui apparaît, je crois. Il est même possible, certains historiens pensent que Saint-Just a été le rédacteur du discours que Robespierre a prononcé sur les fêtes en mai 1794, qui a abouti au vote du décret de l'être suprême. On n'en est pas très sûr. Moi, je n'ai pas énormément de choses sur ces éléments-là. Dans les écrits théoriques de Saint-Just, c'est clair qu'il parle de temple, il parle de religion, il parle de mysticisme. Voilà, il est très conscient de la nécessité de vivre dans une religion avec un Dieu. Et je rappelle d'ailleurs que la Convention elle-même, en décembre 1793, avait proclamé la liberté des cultes. Et Saint-Just avait absolument en horreur tous ces conventionnels qu'on appelle les déchristianisateurs, comme Joseph Fouché dans la Nièvre, qui coupaient les clochers des églises, faisaient fermer ou faisaient brûler les ornements sacerdotaux ou promenaient les évêques sur des dos d'âne. Voilà, c'était des choses qui lui faisaient absolument horreur. Il n'était pas démagogue. Ça, au moins pour le coup, on ne peut pas dire que Saint-Just ait été l'inventeur du populisme. On peut dire qu'il a effectivement eu des opinions radicales en termes sociaux, mais
Il n'est pas l'inventeur du populisme au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Donc c'est vrai que pour lui c'est important, ça transpire beaucoup dans ses écrits. Il n'y a pas non plus des pages et des pages et des pages là-dessus, mais on associe l'être suprême plus volontiers à Robespierre, c'est vrai, mais il apparaît quand même à peu près certain que Saint-Just était, si j'ose dire, sur la même longueur d'onde que Robespierre, et qu'il était dans, effectivement, cette vision d'une société imprégnée de religiosité, dans une France à la fin du XVIIIe siècle, vous le savez bien, où 99,9% des gens étaient catholiques, et où il n'était pas concevable un seul instant de pouvoir se passer d'un monde sans Dieu. Voilà. De pouvoir se passer de Dieu, pardon. Vous imaginez que la première question est beaucoup plus facile que la seconde. Alors, beau gosse, on n'en sait trop rien, parce qu'il n'y a pas un portrait qui se ressemble par rapport à son voisin. J'ai pas mis de cahier central de portrait dans mon livre, j'aurais pu, mais c'est vrai qu'on voit tous qu'il est jeune, surtout les portraits, on voit qu'il est jeune et on voit qu'il n'est pas trop mal fait. Mais voilà, un de ses camarades qui s'appelait Le Jeune dit qu'il avait, je ne sais plus quel est le terme qu'il emploie, un physique quelconque ou honorable, enfin je ne sais plus exactement, sachant que le sens des mots à l'époque n'était pas forcément le même qu'aujourd'hui. Donc on n'a pas de certitude absolue sur la beauté de Saint-Just, et je crois que tout ça aussi fait partie du mythe qui a été reconstruit après la Révolution. Michelet a même écrit qu'il était androgyne, et qu'on ne savait pas trop s'il avait un visage d'homme ou un visage de femme. Donc tout ça est très ambigu, mais enfin bon, vraisemblablement il n'était pas moche. Maintenant, est-ce que c'était vraiment un Apollon à la Convention? J'en sais rien. Mais voilà, j'ai quelques témoignages que j'ai retrouvés là aussi dans des mémoires qui sont plutôt positif sur le physique de la personne. C'était pas un laidron, quoi. Ça, c'est une évidence. Maintenant, jusqu'où allait sa beauté, je crains qu'elle n'ait peut-être été un peu exagérée ou mythifiée par la suite, parce que ça faisait partie du personnage. Alors, est-ce qu'il a eu des copines? Oui. Il en a eu une certaine. Dans la région de Blérancourt, il a effectivement connu une jeune femme qui a été mariée à un notaire de la région, parce qu'elle était elle-même d'une famille notariale, et donc il était normal que les élites s'unissent dans une région qui était quand même dominée par les paysanneries. Donc on raconte qu'il a été extrêmement frustré et déçu de ne pas pouvoir conquérir cette jeune fille, qui aurait été une des raisons de sa fugue. Et puis la deuxième relation, peut-être un petit peu plus sérieuse, c'était la sœur, il s'est entiché, il a été, je crois, fiancé, avec la sœur cadette d'un conventionnel qui s'appelait Philippe Lebas, et qui est un conventionnel qui l'a suivi dans toutes ses missions à l'armée du Rhin et à l'armée du Nord. Et c'est une jeune fille qu'il a connue chez Robespierre. Savez-vous que, je pense que vous savez que Robespierre habitait chez un menuisier qui s'appelait Duplay, rue Saint-Honoré, dans un immeuble dont vous pouvez toujours voir l'emplacement. Saint-Just allait souvent chez Robespierre. Il a connu Lebas, et en connaissant Lebas, il a fait la connaissance de sa sœur cadette, qui s'appelait Henriette, et avec laquelle il serait, entre guillemets, sorti pendant un certain temps. On n'a aucune trace là-dessus. Il est même possible qu'il n'y ait eu aucune consommation physique de la chose, ne serait-ce que parce que Saint-Just n'avait pas beaucoup de temps, et que, membre du comité de salut public et allant en mission régulièrement, il avait autre chose à faire que de compter fleurettes à la sœur cadette de son ami Lebas. C'est absolument tout ce qu'on sait. Je suis navré, j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure qu'on ne sait rien, mais c'est aussi le charme de la recherche historique. L'historien ne sait pas tout, et je crois qu'il doit avoir l'honnêteté de le reconnaître. Donc je n'ai pas voulu écrire un roman sur Saint-Just, et je ne vous ai pas inventé dans le livre une histoire d'amour complètement fictive qui n'a vraisemblablement pas eu lieu. En tout cas, il n'y en a eu que deux. Moi, je n'ai trouvé que les traces de ces deux-là. Alors pour la question compliquée sur les institutions, c'est sacrément chaud votre question. C'est difficile de répondre. Il est certain que dans les théories constitutionnelles de Saint-Just, il y a des choses sur la primauté absolue du législatif sur l'exécutif. Il y a des choses sur la primauté absolue du pouvoir civil sur le pouvoir militaire. Il y a le vœu effectivement du suffrage universel, au moins masculin, parce qu'à l'époque on ne parlait pas du suffrage féminin. J'ose à peine vous rappeler que c'est 1945, donc il a vraiment fallu attendre longtemps pour qu'on y pense. Voilà, donc il y a effectivement des choses là-dessus, et puis il y a justement ce souhait du droit au travail, à l'instruction, à l'assistance, qui sont des choses importantes dans l'esprit de Saint-Just, et qu'on retrouve quand même un petit peu aujourd'hui dans ce devoir que l'État a d'assister les personnes les plus vulnérables ou les plus nécessiteuses. Donc je dirais que c'est plutôt dans cet héritage-là qu'on peut encore retrouver quelque chose aujourd'hui. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc les filles, c'est vite réglé, c'est la maison. Voilà. Les filles, c'est la maison, la procréation, la reproduction. Voilà. Il y a
j'ose à peine employer le mot parce qu'il est un peu anachronique, mais voilà, il y a une certaine misogynie des révolutionnaires et des montagnards à l'époque de la Révolution. C'est pas nouveau. Il y avait quelques clubs révolutionnaires qui avaient été fondés par des femmes et qui ont été d'ailleurs souvent assez vite fermés. Donc c'est vrai que les montagnards, si progressistes étaient-ils, n'étaient pas forcément très portés vers le progrès social en matière féminine, comme sur l'esclavage d'ailleurs. C'est un sujet, on aurait pu croire que Saint-Just serait beaucoup impliqué dans ces questions, il s'est très peu impliqué dans les questions d'esclavage ou de féminisme. Donc en matière d'éducation, effectivement, les filles étaient destinées à procréer, à reproduire et à élever les enfants. Et quant aux garçons, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une première éducation light jusqu'à 10 ans, puis ensuite une éducation militaire à la dure. Et il y a des phrases effectivement assez, dans les œuvres de Saint-Just, assez explicites là-dessus. Et ensuite un apprentissage auprès des agriculteurs, des cultivateurs, et puis le retour vers l'âge de 25 ans dans la famille, sauf pour les magistrats, etc. Mais c'était un petit peu une idée quand même assez austère, et on compare souvent l'éducation rêvée par Saint-Just à l'éducation spartiate, effectivement, donc une éducation très dur, très austère, de manière à créer l'homme nouveau, ce qui a d'ailleurs amené certains historiens ou certains penseurs, Frédéric Rouvillois, je pense à lui en particulier, à faire Saint-Just le précurseur du fascisme. C'est-à-dire le goût de la société militarisée, le goût pour l'Antiquité, l'éducation difficile, dure, la fascination pour les grands hommes. Voilà, donc certains ont pu penser qu'effectivement il était précurseur d'un régime totalitaire en matière d'éducation notamment, mais pas seulement, ce qui se discute bien entendu, hein. Mais voilà, un petit peu les idées qu'il avait en matière d'éducation. Le programme scolaire, je n'emploierai pas ce terme-là, évidemment, c'est un peu trop contemporain, mais c'est un petit peu effectivement l'idée générale. L'œuvre éducative de la Révolution est très imparfaite et très incomplète parce qu'ils n'ont pas eu le temps, les révolutionnaires, de mettre en place un système d'éducation obligatoire, etc. Il y a eu un décret qui s'appelle le décret Bouquier qui prévoyait effectivement une éducation primaire pour les enfants, etc. Mais ça a été très peu mis en œuvre, prise en charge par l'État évidemment, puisqu'au XVIIIe siècle c'était les paroisses, hein, vous le savez. Oui, alors il y a eu des débats sur l'éducation, j'ai pas trouvé trace de beaucoup de débats à la Convention entre Condorcet, etc., Saint-Just, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une phosphorescence intellectuelle importante sur les thèmes de l'éducation. Il y a eu bien sûr Condorcet, le philosophe, il y a eu Lepelletier de Saint-Fargeau qui a travaillé là-dessus, le député qui a été assassiné la veille de l'exécution de Louis XVI pour avoir voté la mort du roi. Donc c'est vrai que Saint-Just n'a pas innové sur le principe en termes d'éducation, c'est-à-dire qu'il avait peut-être des idées un peu radicales dans l'éducation des enfants, mais il n'a pas été le premier à penser à l'éducation, et je vous renvoie évidemment à Rousseau, l'Émile, etc. Donc c'est pas le premier à avoir pensé à ces thèmes-là. Il s'inscrit dans une galaxie beaucoup plus large de gens qui ont réfléchi à toutes ces histoires d'éducation au XVIIIe siècle, tout au long du siècle des Lumières. Par contre, c'est vrai qu'il a, par exemple, pris une mesure concrète quand il était à l'armée du Rhin. Il a pris un arrêté qui implantait une école dans chaque commune du Bas-Rhin. Il a pris un arrêté qui implantait une école de langue française. Alors on n'est plus tellement dans l'éducation, mais quand même, puisque pour les adultes plutôt, mais aussi pour les enfants, il faut savoir que l'Alsace, où Saint-Just a été en mission pendant plusieurs mois, était encore à l'époque évidemment un département où on parlait allemand à 99%. Vous savez que la France à l'époque était encore une mosaïque culturelle et linguistique qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, mais en Bretagne on parlait breton, en Auvergne on parlait auvergnat, en Provence on parlait provençal et en Alsace on parlait alsacien. Donc c'était compliqué de se faire comprendre quand on était un conventionnel venant de Paris. Et cette mesure importante a fait long feu parce que les crédits qu'il avait affectés à la création de ces écoles ont été mis dans une caisse commune par le comité de salut public pour faire face aux besoins financiers de l'époque. Donc là aussi ça a fait long feu, mais il a quand même essayé de prendre une mesure concrète pour diffuser la langue française en Alsace. Donc c'est pas vraiment lié à l'éducation en tant que telle, mais ça a quand même un rapport avec la diffusion de la langue, puisqu'à l'époque beaucoup de députés plaidaient pour qu'on répande la langue française dans tous les départements et qu'on mette fin aux patois qu'on considérait comme des éléments fractionnaires par rapport à l'unité républicaine que l'on cherchait à atteindre à l'époque. Aussi compliqué, alors j'en parle dans un des derniers chapitres où j'ai appelé une sous-partie l'archange de la terreur, justement. Au début de la Révolution, on sait, en tout cas par lui, il n'y a que lui qui le dit. Donc est-ce vrai, on n'en sait rien, mais lui raconte dans l'esprit de la Révolution, qui est ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il a assisté à la prise de la Bastille, puisqu'il était à Paris à ce moment-là, avant de repartir à Blérancourt.
et qu'il a été horrifié par le massacre du gouverneur de la Bastille avec le peuple qui était un enfant et qui se jouait des lambeaux de chair. C'est l'expression qu'il emploie dans son livre. Donc on peut supposer, au vu de cette phrase, s'il ne l'a pas inventée, qu'il a été effectivement très vite horrifié par certains excès de la Révolution. Et je vous rappelle que Robespierre lui-même, qui est la seconde incarnation de la terreur, était hostile à la peine de mort au début de la Révolution. Et Louis Saint-Just aussi était hostile à la peine de mort. Et il dit d'ailleurs à Rousseau, il écrit, il s'adresse à Rousseau dans une des pages de ses écrits, et il dit: Rousseau, je ne te pardonnerai pas, grand homme, d'avoir défendu la peine de mort. Donc au début de la Révolution, comme la plupart, il était assez hostile à la peine de mort. Et on ne sait pas à quel moment il y a effectivement une bascule. Dès le procès de Louis XVI, il a ce discours très radical où effectivement il considère que la mort du roi est l'issue inéluctable du procès pour fonder la République. Donc dès ce moment-là, déjà, il affiche des opinions assez tranchées sur ces questions-là. Quand est-ce que c'est venu? On n'en sait rien. Peut-être 1791, 1792, après la fuite du roi, après la fusillade du Champ de Mars, où on a tiré sur des manifestants qui étaient venus signer une pétition pour réclamer la déchéance du roi. On n'a pas d'éléments, là encore, précis et tangibles, où Saint-Just dit « ça y est, moi je veux la terreur ». Non, ça n'existe pas. C'est une évolution progressive dans sa pensée. Là où effectivement on est certain qu'il théorise la terreur à son summum, c'est la phrase dont je vous parlais tout à l'heure, il faut punir non seulement les traîtres mais les indifférents et ceux qui sont passifs dans la République, c'est octobre 1793. Là on a le discours du 10 octobre 93 sur le gouvernement révolutionnaire, où il écrit noir sur blanc les phrases que je viens de vous citer. Donc là, sa théorie de la terreur, elle est achevée, si vous voulez. Mais quand est-ce que c'est vraiment né? On ne sait pas. On sait qu'en 89, il était plutôt modéré, qu'en 93, il était radical, et entre les deux, il y a une bascule qui se situe peut-être après la chute du roi, ou avant, ou après la fuite de Louis XVI, on ne sait pas. Et ça n'est pas la lecture de ses écrits qui permettent de le savoir. Après, il y a peut-être des écrits qui ont été perdus, on n'a peut-être pas tout conservé, ça serait tout à fait logique de le penser. Mais moi, je n'ai pas trouvé un moment avant la chute de la monarchie où on aurait cette bascule vers la radicalité, la radicalisation. Non. Oui. Alors, il a beaucoup lu. Alors, il a lu les auteurs anciens, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc les Tacites, les Cicéron, les Plutarque, etc. Et puis il a lu les auteurs du siècle. Il a beaucoup lu Mably sur les questions, l'abbé Mably sur les questions de religion et de société. Il a lu Rousseau, bien entendu, le contrat social, ça vous étonnera pas. Il a été très influencé par Montesquieu et sa théorie de séparation des pouvoirs, qui est une idée absolument majeure au XVIIIe siècle. Il a lu Beccaria, le traité sur les peines, donc sur la prison, la peine de mort, etc. Voilà, c'est un petit peu l'environnement. On le sait notamment par la composition de sa bibliothèque, puisque une historienne a étudié le contenu de la bibliothèque de Saint-Just qu'on a pu reconstituer après la mise en vente de ses biens en 1795. Mais on n'a pas la totalité de ce qu'il a lu. Par exemple, dans les livres de Saint-Just, on n'a retrouvé aucun livre de Voltaire. Ce serait quand même étonnant que Saint-Just n'ait pas lu Voltaire et qu'il ait lu Rousseau. Enfin bon, les deux ne s'entendaient pas, donc il a peut-être choisi son camp, lui, on ne sait pas. Mais voilà, on a quand même un environnement assez précis sur ce qu'il a pu lire, mais on n'en sait pas forcément beaucoup plus. Mais en tout cas, on a retrouvé dans sa bibliothèque des œuvres du XVIIIe, ça indiscutablement, et puis des œuvres plus anciennes de l'Antiquité. Voilà, c'est ce que l'on sait. Après, c'est pas non plus ce corpus idéologique qui a forcément abouti à sa radicalité et à tout ce dont on a parlé tout à l'heure. On est bien d'accord qu'entre Beccaria et le radicalisme terroriste, il y a quand même un monde, mais c'est vrai qu'il a quand même été formé par toute cette pensée des Lumières et il a beaucoup lu les œuvres de son temps. Non, mais c'est marrant parce que j'y ai pensé aussi. Moi, j'en sais rien, mais parfois je me suis demandé ça. Je me suis dit, il serait qui aujourd'hui, vu l'âge, la radio. Je sais pas, un mec comme Adrien Quatennens, de la France Insoumise, je le mettrais là. C'est-à-dire le jeune pur, enfin, vous voyez qui c'est, hein, le rouquin. Voilà, donc il est jeune, il est beau, il est intransigeant, il est inflexible. Si aujourd'hui il fallait le situer quelque part, ce serait là, vraisemblablement. Mais il y avait encore plus à gauche, hein, les hébertistes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bah, ce serait Besancenot ou le NPA, voilà, donc lui, il serait France Insoumise, on peut dire ça. Oui, alors, je répète. Donc Hébert, c'était ce journaliste qu'on appelait le père du chêne, qui était le porte-parole des sans-culottes les plus pauvres. Robespierre fédérait autour de lui plutôt les sans-culottes, je ne vais pas dire aisés,
mais les sans-culottes qui avaient quand même un emploi, petits bourgeois, les menuisiers, les commerçants, les artisans. Il vivait lui-même chez Duplay, qui était un sans-culotte, mais menuisier, qui gagnait très bien sa vie. Il faut pas croire que les sans-culottes, c'était tous des pauvres, hein, avec des bonnets rouges et des piques. Il y avait beaucoup de pauvres, mais il y avait aussi beaucoup de bourgeois, petits ou moyens, voire grands. Il y a des négociants qui ont été sans-culottes. Sans-culotte, c'est une mentalité, c'est pas une catégorie sociale. Et Hébert était donc le promoteur de ce qu'on appellerait aujourd'hui ce populisme, qui gênait quand même beaucoup le gouvernement aux entournures. C'est-à-dire que autant Saint-Just et Robespierre avaient des idéaux sociaux assez développés, autant il ne fallait pas dépasser une certaine limite, et que lorsque le père Duchesne, donc Hébert, dans son journal, insultait régulièrement le gouvernement en disant « c'est une dictature, ce sont les élites, il faut trancher la tête de tous les aristocrates, 200 000 personnes exécutées, vous verrez, ça ira beaucoup mieux, il faut lever tout le monde en masse, il faut taxer tous les prix, il faut augmenter tous les salaires, il faut manifester devant la Convention du matin au soir pour obtenir ce qu'on veut ». C'était ça, Hébert. Hein, ça vous rappelle des choses un peu plus contemporaines. Mais c'est vrai qu'il y a une limite au-delà de laquelle, effectivement, ces Robespierre et ces Saint-Just ne voulaient pas aller. Et il y avait dans cette démagogie quelque chose qui gênait beaucoup Saint-Just. Hein. Saint-Just, notamment en Alsace, a été confronté à un personnage qui s'appelait Euloge Schneider, un Alsacien, ça ne devra pas échapper, et qui était plutôt hébertiste, tendance hébertiste, et ils ne s'entendaient absolument pas tous les deux. C'est-à-dire que Saint-Just était pour des mesures relativement audacieuses, mais n'allait pas au-delà d'une certaine limite qu'il considérait comme de la démagogie inapplicable, comme la loi agraire ou ce genre de choses, alors que Hébert, lui, était infiniment plus extrémiste. Lorsque Saint-Just a fait voter les décrets de Ventose, Hébert n'a pas aimé du tout. Il a dit « mais c'est encore de la poudre aux yeux, vous allez nous faire croire que vous allez prendre les biens des suspects, mais je sais qu'on aura ça dans 10 ans, nous c'est maintenant qu'on veut quelque chose. On veut du pain tout de suite, on veut de la viande tout de suite, on veut les prix bas tout de suite, on veut les salaires élevés tout de suite, on veut guillotiner les aristocrates tout de suite. » Voilà, c'était vraiment l'excès verbal le plus absolu. Et ça, quand on est évidemment responsable au comité de salut public, ça gênait un peu. Et ce qui a surtout effectivement provoqué la chute d'Hébert, c'est que Hébert faisait partie de ce club qu'on appelait le club des Cordeliers, qui était encore plus extrémiste que le club des Jacobins. Et un jour, les Cordeliers ont pris un voile noir et ont voilé la Déclaration des droits de l'homme, en considérant que les droits de l'homme étaient violés et que par conséquent, on enlèverait le voile de la Déclaration que lorsque le gouvernement serait tombé. Et donc Hébert a ou aurait préparé une insurrection. En tout cas, il y a eu un appel à l'insurrection. Et dans les journaux hébertistes, il y a eu effectivement des appels à s'insurger contre le gouvernement. Et là, Saint-Just et Robespierre ont dit stop, quoi. On arrête. Et les hébertistes ont été effectivement arrêtés, de peur d'être débordés par leur gauche. Le gouvernement a fait arrêter les hébertistes et les a fait condamner à mort, ce qui est d'ailleurs une des explications, peut-être pas la seule, de l'arrestation de Danton, qui lui était plutôt de l'autre côté et qui essayait plutôt de freiner la terreur et de réclamer un comité de clémence. Mais à partir du moment où on renversait Hébert, il fallait renverser Danton pour ne pas être accusé de tomber dans le modérantisme ou le royalisme ou la réaction, parce que la chute d'Hébert a quand même traumatisé les quartiers populaires à Paris et ça a été une vraie coupure entre le gouvernement révolutionnaire et le peuple. C'était la première fois qu'un gouvernement qui s'intitulait révolutionnaire mettait fin à un mouvement populaire par la force. C'était jamais arrivé jusqu'à présent. C'est la première fois qu'un gouvernement qui se disait incarner la souveraineté du peuple et défendre les sans-culottes coupait le mouvement sans-culottes. Donc il y a quand même eu des dizaines d'exécutions, les sociétés populaires ont été fermées, les assemblées générales de sans-culottes ont été interrompues, il y a eu un vrai malaise, comme on dirait aujourd'hui, dans les milieux populaires de l'époque. Alors il dit ça parce que c'est moi qui lui ai dit il y a 3 jours que Saint-Just n'avait jamais dit ça. Ah ouais, moi, notre culture dans l'État. Désolé. Ouais, ton stratagème était vanté. Donc oui, moi c'est une phrase qu'on lui attribue et on dit même que c'est la phrase la plus connue de Saint-Just. Moi j'ai lu toutes les œuvres complètes de Saint-Just de A à Z, j'ai eu du mal mais je l'ai fait et je n'ai pas trouvé cette phrase. Donc il y a plein de phrases de Saint-Just qui sont connues, mais celle-là, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, je n'en ai trouvé aucune trace nulle part. Quand je trouve la phrase, il n'y a pas la référence au-dessous. Donc voilà, moi je ne pense pas que Est-ce qu'il aurait pu la prononcer ? Est-ce qu'il aurait pu la prononcer ? Oui, il aurait pu la prononcer. Comme il a dit, le bonheur est une idée neuve, les malheureux sont les puissances de la terre, tout roi est un rebelle. Oui, il aurait pu la prononcer, bien entendu. Mais dit comme ça, en plus, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, je ne suis pas certain qu'à la fin du XVIIIe siècle, on aurait construit la phrase syntaxiquement de cette manière. Voilà, donc je ne pense pas qu'il soit l'auteur, effectivement, de cette citation bien connue. Mais il y en a d'autres.